Alors bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le divan. Yes, sir! Aujourd'hui, on est juste deux. Juste moi et Vince. Pas beaucoup sur le divan, on a de la place. Mais on a du contenu, là. Ah, Colin, Et ça, c'est grâce à Vincent. Écoute, je suis tellement plein de contenu, je suis une mine à contenu. Mais avant qu'on commence tes Mes sujets, nombreux sujets. c'est ça, Oui. il y a quelque chose qui se passe présentement sur Internet. Il y a un gros débat. Je sais pas si tu te souviens, là, 2 ans, je crois, il y avait une photo d'une robe. Ah oui, je sais où tu t'en vas. On se demandait si c'était or ou... Bleu. Bleu, Il y en a qui disaient que c'était bleu, il y en a qui disaient que c'était or, ouais. Eh bien, présentement sur Internet, il y a une question qui se pose. Cette fois-là, c'est sonore. C'est est-ce qu'on entend Yanni ou Laurel? Effectivement, ouais. L'as-tu déjà entendu? Je l'ai entendu, j'ai même lu un article aujourd'hui là-dessus tellement que je suis renseigné épouvantable. On va le faire écouter aux téléspectateurs. Ben, pas téléspectateurs, les... comment t'appelles ça, la radio? Radio téléspectateurs? Aux auditeurs. Ah, c'est ça. C'est des gens qui écoutent ou C'est qui bon. regardent, ça dépend. Êtes-vous prêts? On l'écoute. J'entends la même chose. Ça me rassure. Toi, t'entends quoi? Yanni. Ah, ben c'est weird. Moi, j'entends vraiment Laurel. Puis c'est drôle parce qu'au début, j'entendais Yanni. OK. Là, justement, moi, j'ai écouté quelque chose aujourd'hui là-dessus. Ouais. Puis là, j'ai entendu Laurel. Fait que là, je fais what the fuck? Mais là, tu viens de l'entendre, t'entendais Laurel? Moi, j'entends Laurel. J'ai encore entendu Yanni. Je l'avais écouté une fois, puis j'avais entendu Yanni, puis je me suis dit, bon, OK, c'est ça. Puis là, quand j'ai lu, la plupart entendaient Laurel. Là, c'est moi qui est pas normal. C'est 53% 46. Quand même. Fait que, tu sais, c'est quand même assez égal. 53-46, ça marche pas, par exemple. Ben, il doit y avoir des virgules, je suppose. Probablement des décimales qu'on oublie. Mais ouais, Yanni encore pour cette fois-ci. Mais, c'est ça, il y a un chercheur qui a fait des recherches là-dessus. Bon, d'avoir lu le même article. De l'université que... Faut croire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de ces temps-ci. C'est tranquille. Qui a dit, selon la wave, ça serait au début, il dirait un L. Donc, ça serait Laurel. Ouais. Ça aurait été originalement enregistré comme Laurel. C'est ce qu'il pensait, me semble. Dans l'article, là. S'il y avait à bêter, là, il disait que originalement le son devait être Laurel. Puis il disait pourquoi que le monde était aussi divisé, c'est parce que c'est les mêmes fréquences, je crois, les deux. Ouais, exact. Les deux sons, fait que. Ouais. Sauf que je me demande si, là, on avait déjà un choix, là, Yanni ou Laurel. Avant même d'écouter le son, je sais pas si on part, tu prends quelqu'un qui l'a jamais écouté, puis que tu y fais entendre, est-ce que ça va biaiser son choix, je sais pas. Ben, quand tu m'as dit, je sais de où tu s'en vas, là, je shit, parce que je voulais pas te le dire. Ouais, c'est ça. Là, tu dis, je te demande qu'est-ce que t'as entendu. Je suis pas un ignorant. La prochaine fois, on appellera Alex. Fait que toi, t'es #Team Laurel, #Team Yanni. Vous, à la maison, dites-nous quel hashtag que vous êtes. En commentaire. On fera un tirage de rien. On se fait des t-shirts. Et vous achèterez des t-shirts. On rachète des t-shirts. Malade. Donc, Vincent, Hey. parle-moi de tes sujets de temps partant. Écoute, je vais te parler du livre de Daniel Brière. Donc, le livre Mr. Playoff. Tu connais un petit peu la carrière de Daniel Brière ou pas vraiment, ou des brides un peu comme tout le monde? Ben, tu parles de sa carrière Ligue nationale ou junior? Puis, dans le livre, dans le fond, on fait le parcours au complet. Ouais. C'est sûr qu'on connaît peut-être plus son parcours Ligue nationale. il a joué pour les Voltigeurs, je crois. Il a joué pour les Voltigeurs. Il passait pas, j'ai joué pour l'Université Harvard. Dans le temps, là, quand il a fait son midget 3A, il y avait peu d'espoir d'être repêché par la LHJMQ, puis il avait regardé cette option-là. Parce qu'il était petit, je pense. Évidemment, donc c'est ça qui ressortait, puis ça le côtoie tout le long du livre, pas mal, là, jusqu'à temps qu'il atteigne des bons niveaux dans la Ligue nationale. Mais ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, ça doit faire une couple de mois. Ah non, d'années, quand même. Ouais? Là. Ouais, ben écoute, là, il a terminé en 2000, ça doit faire peut-être sa 2e saison qu'il joue pas. Peut-être, ou sa première saison qu'il joue pas. Non, mais je veux dire que le livre est sorti. Ah, il est sorti en novembre 2017. Ok, le livre, ouais. Fait qu'il est assez récent. Je me souviens d'avoir vu l'émission spéciale qu'il avait faite à Sport 30 durant le lancement. Ça se peut, c'est bien possible. Je pas. J'avais écouté sous comment ils appellent ça, Trajectoire, c'est ça? Oui, Trajectoire. RDS qui font. Une excellente émission, honnêtement. RDS, là, c'est vraiment bon, là, documentaire. Ouais. C'est sûr que des fois, tu te rends compte qu'ils ont un manque de budget. Là. Ouais, ils font des reconstitutions comme ils peuvent. Un peu douteuses, mais franchement, un côté genre version ESPN, comment ils appellent ça? 60, pas 60... 1330? Ouais, 3430. Je pense que c'est une bonne option québécoise
Puis sérieusement, c'est rare que même il y a des joueurs que je connaissais pas, que crime, j'ai stocké dessus, puis j'ai été intéressé par écouté jusqu'au bout. Ouais. Ben, cette semaine, j'ai attrapé Yvon Lambert. J'avais pas vu cette émission-là. OK. Puis c'était vraiment intéressant. Je veux dire, l'heure est bien remplie quand même, là, tu sais, pour un... Il parle de son problème d'alcoolisme? Légèrement. Je pense que c'est non avoué, mais tu sais, on sait toujours qu'il y a un petit fond de quand il y a un problème, on va aller prendre une pinte. tu vois le fond de Yvon Lambert costaud. Je reviens à mon livre. Donc, ça a été écrit par Martin Leclerc, donc que tu connais peut-être comme journaliste, qui est présentement à Radio-Canada. Okay. Depuis quelques années, il a été au Journal de Montréal. C'est lui qui a écrit le livre sur Éric Gagné, Game Over, que je vous recommande fortement si vous l'avez pas lu. Je te recommande de lire ça. Je pense, sans voler le punch, là, mais je pense que c'est le meilleur de ses livres qu'il a fait Martin Leclerc. OK, littéralement. Vraiment. Puis il avait fait aussi un autre livre que j'avais lu qui s'appelle Confessions sportives. Donc lui, il avait ramassé des anecdotes à gauche, à droite de différentes personnes. Il y avait Alain Vigneault là-dedans, Michel Terrien, Pat Brisson, les autres m'échappent, là, mais en tout cas, il avait ramassé plusieurs histoires. Puis ça aussi, c'était quand même bien. Là, tu sais, ça se lisait assez facilement parce que tu passais d'une histoire à l'autre. Donc, tu sais, il n'y a pas de fil conducteur, exactement. Donc, dans le livre, ben, évidemment, on retrace la carrière de Daniel Brière. Puis, il raconte des anecdotes savoureuses, notamment une que je veux vous raconter parce qu'elle est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu. Une anecdote sur Yann Laperrière dans le temps qu'il jouait ensemble avec les Flyers. Okay. Le soir de ce match-là, Daniel Brière est suspendu. Donc, il est dans les estrades, dans les gradins. Pendant la partie, l'action se déroule. Yann Laperrière soit un lancé direct d'en face de Jason Pominville. Il sort ensanglanté de la glace, choupe direct au vestiaire. Fait que Daniel Brière voit ça. Je vais aller voir, qu'est-ce qui se passe. Fait que il se dirige dans le vestiaire. Yann Laperrière a le visage ensanglanté, mais défait, là. Pas possible. Il compare ça à du steak haché. Dans le livre, là, c'est sa comparaison. Là. Fait que là, Daniel Brière essaye de faire le bon gars puis de le supporter. Fait que là, il fait comme « Ah ouais, Yann, la game est pas facile. » Puis il le regarde jamais dans les yeux. Puis là, maintenant, Yann Brière fait comme « Ah oui, hey, Le gars, il a la face défaite. Puis ce qu'il veut, c'est « Hey, regarde-moi quand je te parle. Quand tu me parles, regarde-moi. » C'est comme Marie-Chantal Toupin. Quoi ça, avec la gueule tout grave, là même? Non, regarde-moi dans les yeux. La grosse pancarte, c'est pareil. Fait que là, les médecins font ce qu'ils ont à faire, leur coups en way down. Fait que là, Daniel Brière, il assiste à ça. C'est sûr qu'il retournera pas à sa glace pour la troisième période. Une fois que la job est finie, Yann Laperrière se lève, il dit « Bon, peux-tu avoir une grille sur mon casque, là, faut que je retourne jouer. » Puis Christy, il est retourné de jouer. Il c'est un guerrier. Là, il a eu 100 points de suture, il a perdu 7 dents. Puis il est retourné jouer pareil. OK. C'est un débile mental. Ben, c'est ça. Il y a le niveau, il est tough et t'es débile, là. Ben, écoute. Puis Daniel Brière, c'est un peu ça qu'il dit. Regarde, c'est un guerrier à toute épreuve, là. Il y avait rien pour l'arrêter, ce gars-là. Puis c'est l'exemple ultime qu'il donne dans son livre. Autre segment qui est bien intéressant dans le livre. Mais est-ce qu'il je veux dire, il prend un exemple comme genre, c'est la vision du joueur parfait? La vision du guerrier, la vision du gars qui veut pas abandonner son équipe, mais qui va toujours la vision être... c'est du guerrier, mais lui, il veut-tu être le guerrier? Non, pas nécessairement. Il l'admire, je pense. C'est de l'admiration. Moi, je l'ai senti comme ça, là, tu sais, qu'il admirait son caractère puis sa façon de contribuer à l'équipe de toutes les manières possibles. Ah, OK. Après ça, il y a l'année 2009-2010. Ça, c'est l'année où est-ce que les Flyers avaient éliminé les Rangers au dernier match de l'année. Je sais pas si tu te rappelles. L'enjeu des playoffs était là, la dernière game. Donc, si une des deux équipes gagnait, ils passaient en série. Un peu comme Colorado puis le Wild de cette année. Ouais. Non, pas avec les Blues. Les Blues, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, cette année-là, les Flyers sont coup-ci, coup-ça, ont des bonnes séquences, mais ça se place jamais très bien. Dans sa vie personnelle, Daniel Brière divorce de sa femme. Fait il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc, il se retrouve dans le match contre les Rangers en avril. La game se rend en prolongation. 1-1. S'en va en shootout. Daniel Brière compte le premier but. Après ça, Claude Giroux marque pour les Flyers. Puis il y a Brian Boucher qui fait l'arrêt pour terminer la partie. Brian Boucher. Oui, Brian Boucher, effectivement. Donc,
les Flyers passent en série à ce moment-là, donc c'est l'euphorie. À ce moment-là, dans le livre, Daniel Brière croit que l'équipe est assez bonne pour faire un bon bout de chemin en série, pareil, parce que malgré les hauts et les bas de l'année, il pense que le noyau est intéressant, puis ça lui donne raison. Première ronde, il affronte les Devils du New Jersey avec Martin Brodeur, contre Martin Brodeur. Il remporte la série 4-1, donc ça se passe bien. Et la deuxième ronde, il affronte les Bruins de Boston. Et là, peut-être que ça va te dire quelque chose. Ouais. Les Flyers perdaient 0-3 dans cette série-là. Et au quatrième match, le match se rend en prolongation, 4-4. Et Simon Gagné vient marquer le but de la victoire. Et c'est le début de la remontée des Flyers pour qui, finalement, gagnent la série 4-3. Ça, c'est pas arrivé souvent, en plus, dans l'histoire de la Ligue nationale. Là, C'est un 0-3. Pas arrivé souvent. Donc, l'équipe qui passe proche de pas faire les séries, fait les séries, remonte 0-3. Là, on commence déjà à avoir pas mal de stock. Là. En prolongation en plus. Puis là. en prolongation pour le quatrième match, là, on se dit, Colin, c'est assez. Non, il y en a encore. Il affronte le Canadien en troisième ronde. Et c'est l'année de Halak. Ouais, puis de l'autre bord, t'avais Michael Layton. Michael Layton qui était à l'autre côté. Et là, écoute, c'est comme l'équipe à battre. Là. Je veux dire, Halak arrêtait tout. Elle venait d'éliminer les Pingouins, éliminer les Capitals. Ouais. Ovechkin, Crosby, il avait pu absolument rien faire. Il avait plus rien faire, donc tout le monde à Montréal faisait comme hey, les Flyers, c'est une proie facile. Ils ont fait les séries ça la fesse. Ils ont remonté 0-3 Boston. C'est pas arrivé comme ça, hein. Il était sur une lancée, comme on dit. Exactement. Et puis, ils ont éliminé le Canadien en 5 matchs. Ils se retrouvent en finale de la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago. Ouais. La ville de Philadelphie est sans dessus-dessous. Les gens sont convaincus qu'ils sont capables de passer au travers Chicago. Mais Chicago avait toute une machine de hockey de l'autre côté, on s'entend. Là. C'était leur première finale, Chicago, depuis un sacré bout de temps aussi. Donc, c'est cette finale-là où est-ce que Chicago avait gagné là, sur le but un peu Patrick Kane, bizarre. Oui, Patrick Kane qui avait marqué le but en prolongation. Au 6e match. Que personne savait qu'il avait scoré sauf lui. Non, lui, c'est courait, ça. Puis tout le monde était, puis dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des anecdotes de joueurs également. Donc, t'as Martin Biron, par exemple, qui vient donner un peu son angle quand il jouait pour Buffalo. Okay. Tu sais, je ne veux pas parler de cet aspect-là, mais il parle aussi de sa carrière quand il était à Buffalo, puis une run de série qu'ils ont fait également là-bas. Ah oui, ils sont rendus en finale de conférence, mais ouais, par 2 fois même. Puis, donc, c'est ça, il parle que dans cette séquence-là, ce qu'il croit, c'est qu'il y a 2 personnes sur la glace qui savaient que la puck était rentrée. Patrick Kane puis le gardien. C'est les 2 personnes qui savaient à ce moment-là. Ah oui, parce que... et tout le monde était gelé. C'était drôle. Donc, en même temps, je trouvais ça pas genre pour les Hawks qui venaient de gagner la coupe. Personne célébrait. Tout le monde une réaction, le goal. On va à la reprise, on n'est pas sûr. Mais quand même, Daniel Brière a fini ses séries avec 30 points en 23 matchs. Ce qui est pas peu dire. Puis le Connie Smythe est allé à Jonathan Toews cette année-là. Et ça aurait pu être très bien lui avec la performance. J'ai pas sorti la stats pour cette année-là, mais quand même, c'est admirable. Ben oui, puis c'est à ce moment-là qu'il a obtenu son surnom de Mr. Playoff. Étant donné la performance qu'il avait eu de par les années d'avant avec Buffalo et puis là avec les Flyers. Tu sais, même juste avec les Canadiens aussi après. Oui, par après, exact. Ouais. Il jouait genre 3 minutes par game puis il réussissait à scorer un but ou faire une passe. Exact. Dans le livre, il s'explique pas. Non, c'est ça, il s'explique pas trop. Il est comme dans un bon mood quand il arrive en série. Il se l'explique pas trop. Parce qu'il y a des léthargies, on s'entend dans une saison, puis t'essayes que ça arrive pas pendant les séries, mais lui a toujours eu cette énergie-là, on dirait, d'être capable d'aller de l'avant. Et puis, à la toute fin du livre, il parle de Michel Therrien. Et c'est peut-être, je sais pas si tu n'avais entendu parler de ça, je pense. Et il te le ramasse, Michel Therrien et Daniel Brière, ça n'a pas de bon sens. L'histoire de ça, c'est bon, quand ils ont décidé de signer Daniel Brière, qui était joueur autonome à ce moment-là. Donc, il y a Marc Bergevin et Michel Therrien qui avaient fait un appel conférence pour convaincre Daniel de venir signer avec le Canadien. Si on se reporte dans le temps, quand Daniel Brière a eu à signer entre Canadien et Philadelphie, as-tu l'info? Oui, c'est 7 buts, 22 passes pour 29 points. Fait qu'il avait fait moins de points que Brière. Fait que
En tout cas, ça aurait peut-être pu lui revenir, le Conn Smythe, finalement. Ouais. Donc, lorsque le Canadien avait essayé de le courtiser quand il était devenu joueur autonome, puis la grosse saga que ça avait fait par la suite... Parce que c'est la deuxième fois qu'il essaie le Canadien. C'était la deuxième fois, exactement. Donc, la première fois, il avait mis le paquet, le Canadien. Il avait demandé à Jean Béliveau de l'appeler, puis de le courtiser, puis de dire « Oh, il avait mis la grosse gomme ». Fait que la deuxième fois, Daniel Brière savait déjà un peu à quoi s'attendre. Tu sais, fait que Marc Bergevin et Michel Therrien avaient placé beaucoup d'espoir en disant hey, Daniel, tu vas venir nous aider, tu vas être un joueur important, tu es un vétéran, parce qu'à ce moment-là, il est en plus en fin de carrière. Puis tu vas venir aider le Canadien de Montréal, puis ça va bien aller. Fait que Daniel dit bon, ok, c'est bon, on y va, on va de l'avant, on l'essaye, je veux au moins dans ma vie avoir porté le chandail du Canadien. Donc, la saison débute. Il y a quelques matchs de jouer. Lui, il jouait avec, mon Dieu, c'est-tu Pacioretty puis Desharnais au début de la saison? Ça m'échappe, là. En tout cas, il était pas mal sur les premiers trios. Et ça a pas pris 4-5 games. Il était pas avec Camilleri à un moment donné? Peut-être avec... je suis pas sûr. Mais ça, en tout cas, c'est peut-être pas au début de saison, par contre. Là, mais je me souviens les deux jouer ensemble. Il y a peut-être... Puis ça a pris quelques matchs, puis Michel Therrien a démantelé le trio. Puis il s'est ramassé sur le 3e, 4e trio avec Dale Weiss, puis des joueurs de soutien de ce genre-là. Puis Daniel Brière comprenait pas trop le move, puis pourquoi il agissait comme ça, parce qu'il lui parlait pas. Il disait pas un mot. Et puis il y a une anecdote qui raconte pendant un match contre le Wild au Centre Bell. Le Canadien joue un bon 58 minutes. Un excellent 58 minutes. Daniel Brière, 58e minute, pogne une punition. Ça en va au banc. Le match est 6-2. Fait que le Wild est en powerplay, marque 6-3. Bon, OK. La partie se termine comme ça. Fait que, somme toute, la performance est bonne. Ouais. Fait que le lendemain, Michel Therrien convoque dans son bureau, l'engueule comme du poisson pourri. T'es un ci, t'es un ça, t'es un pas bon, puis gna gna gna, et il te le ramasse. Puis Daniel Brière se laisse pas faire, il en rajoute lui aussi. Fait que juste la veille du match, le surlendemain, ils font une séance vidéo. Juste avant la partie, les 23 joueurs dans une salle, Michel Therrien a préparé une vidéo. Sur le vidéo, Michel Therrien dit pas un mot. Sur le vidéo, c'est des séquences en désavantage numérique du Canadien, à 5 contre 4. C'est des lancers bloqués, des joueurs qui se lancent par terre, qui essayent d'intercepter des passes, qui se donnent. Le film se termine, Michel Therrien prend la parole, il dit « Il y a des joueurs ici qui sont selfish, qui se préoccupent pas de l'équipe, qui jouent juste pour leur petite personne. Puis regardez ce qu'ils font faire à leurs coéquipiers. Il faut qu'ils se sacrifient pour ces gars-là. » Fait qu'il visait évidemment Daniel Brière. Fait qu'il te l'a humilié devant tout. C'était-tu ça qu'il savait? Par rapport à ça, ouais. Ben là, il s'est senti visé tout de suite, puis les autres joueurs se sont mis à le regarder. Fait que, et là, il s'est dit, regarde, c'est foutu, là, je veux dire. Le seul rôle que je pouvais jouer pour cette équipe-là, c'était être vétéran, puis être un bon vétéran. Puis là, je viens de me faire scraper par le coach, en me faisant humilier devant tout le monde, en disant que j'étais pas un bon joueur d'équipe, alors que lui, c'était totalement le contraire qu'il voulait faire. C'était sa façon de faire à Therrien, là, d'essayer de casser les joueurs plutôt que d'essayer de leur parler. Il y avait cette tendance-là, puis même dans le livre, il y a Desharnais puis Pacioretty qui viennent le défendre aussi par rapport à ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça... c'est un angle intéressant. C'est intéressant parce que quand ils ont mis Therrien dehors, il y a beaucoup de journalistes qui sont comme sortis aussi puis ont dit « Ouais, la méthode qui jouait avec les joueurs, c'était pas super. » Ben, c'est ça. Puis Desharnais vient témoigner de ça en disant que c'était un peu sa technique pour essayer de craquer les joueurs. Therrien ne te parlait pas du tout. Puis juste 2 heures avant le match, il te convoquait dans son bureau, il t'engueulait pour te craquer, puis en ouais, il va jouer. C'était sa technique pour que le gars joue enragé puis qu'il mange les bandes. Je trouve que c'est un peu ordinaire comme méthode de faire, mais bon, je dois rien connaître au coaching et à l'être humain. Ben, c'était bon dans le temps du Rocket, là, tu sais, quand t'avais les coachs qui disaient « I want the Rocket! » Ouais, c'est ça, dans les années avec Scotty Bowman, c'est peut-être quelque chose qui pouvait fonctionner. Mais là, on n'est plus là. Puis, là, finalement, il y a eu les séries, qu'on connaît avec, Ginette puis tout ça, fait que ça s'est quand même relativement bien passé pour Daniel Brière, malgré le rôle très effacé qu'il avait. Puis il y a même un match... je me souviens pas, je pense que c'était en 2e ronde. À ce moment-là, il avait affronté... je pense qu'il a affronté le Lightning au début, puis c'était-tu les Rangers en 2e ronde? Ça se peut-tu? C'était pas en finale de conférence, les Rangers? Peut-être en finale de conférence. Il me semble que c'était en 2e ronde, contre Boston. Ça se peut-tu en 2e ronde contre Boston? Pourrait, ouais.
pour aucune raison, Michel Therrien a décidé de le retrancher. Daniel Brière, qui est reconnu comme un joueur de série exceptionnel, le retranche d'un match. Il est pas blessé, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. Il l'avait retranché, puis il avait perdu le match. Puis le match d'après, il rinçait dans l'alignement. Il y avait une drôle de gestion avec lui. L'importance d'avoir un bon coach, là, on vient de le montrer direct là. Pour là. ça, oui, ça c'est sûr que ça a dû avoir un impact. Donc, oui, il a gagné la série, mais crime, il a scrappé un joueur pour la série. Ouais, puis il a pas donné l'occasion non plus de se placer avec ses coéquipiers pour prendre des repères, parce que veut pas avec Claude Giroux quand il jouait avec Philadelphie, il jouait avec Jacob Voracek, je pense, et à Buffalo, il jouait avec Pomainville, etc., Jean-Pierre Dumont. Fait que, tu sais, il avait trouvé ses repères avec ces gars-là, parce qu'il jouait toujours avec ces gars-là. À Montréal, ça n'a jamais été le cas. Il n'a jamais eu les mêmes coéquipiers. C'est souvent ça à Montréal, par exemple. Hein? Ils changent les lignes très rapidement, perdent patience vite, faut que ça fonctionne. Cette année, j'ai été fier, on va dire fier, mais pas tant non plus. Là. C'est Claude Julien, il a tenu quand même son bout pendant un certain temps sur laisser au centre notre voyons, comment il s'appelle le joueur qu'on est allé chercher là. Jonathan Drouin. Merci. Oui, ça fait plaisir. Passe sa palette. Une belle passe. Ben parce que à partir de septembre, ça marche plus et il faut le remettre à l'aile puis tout. Mais oui, mais puis là, à la fin de la saison, il commençait à être pas pire. Là. Fait que, c'est pour ça que moi, je dis l'année prochaine, un Drouin, ça pourrait peut-être être pas pire au centre. Peut-être, c'est ça. Il a pas fini son apprentissage. C'est ça. Puis j'aime mieux la tactique de comment Claude Julien coach que Michel Therrien. Puis le clash est important aussi, même dans le cas de Daniel Brière, parce que si tu te rappelles, la fin de cette saison-là, dans l'entre-saison, il se fait échanger, Daniel Brière, contre Pierre-Alexandre Parenteau. Donc, Brière s'en va au Colorado. Parenteau s'en vient à Montréal. Mais nous, on connaît plus l'histoire à Colorado. Je connais pas l'histoire à Montréal. Donc, à Colorado, ce qui parle, c'est que là, il se retrouve avec Patrick Roy comme coach. Ah, il a été coaché par Patrick? Oui. Ah, ouais. Pendant une saison. Patrick Roy, le contraire, mais total de Michel Therrien. Dans les premières séances de pratique, tout ça, il le fait venir dans son bureau. Il dit, Daniel, je sais que tu vas être un bon vétéran. Moi, j'ai Gabriel Landeskog, Matt Duchesne. Je sais que tu vas être un bon modèle pour ces gars-là. McKinnon, sûrement. McKinnon, qui était là-dedans. Il dit, moi, je sais que tu vas être un bon leader, mais tu comprends qu'avec l'âge que tu as, je pourrais pas te faire jouer à tous les soirs. On va s'en parler, on va s'expliquer, puis tu sais, puis on va grandir avec ça, mais quand je te mets dans le line-up, je veux que tu sois là puis que tu performes, tu sais. C'est la nouvelle méthode d'être un coach. Exact. Fait que là, il donne des exemples qu'à un moment donné, il tombe sur une petite slump, tu sais, des moments un peu plus creux. Patrick Roy va le voir, regarde, je sais que dans les derniers temps, ça va pas bien, faut que je fasse jouer un peu mes jeunes. Fait que là, Daniel Brière dit, pas de problème, je me retrousse les manches, je vais aller travailler fort dans le gymnase, puis je vais revenir dans le line-up. Bonne attitude. Puis... Parce que c'est ça, Danny, en plus, c'est un travailleur, là, à base de tout, là, parce que, tu sais, on n'a pas parlé, là, mais il y a eu, à chaque étape de sa carrière, il y a toujours eu des... il y a eu des obstacles, puis ça le raconte bien dans le livre. Je vous laisse l'occasion de lire le livre un peu, là. Mais il raconte son parcours avec Phoenix, quand il était avec les Voltigeurs, un paquet de... moi, je me souviens dans le temps avec Sport 30 Mag, genre, il avait fait une entrevue avec, quand il était à Phoenix, puis il dit « Ah, c'est dur, ils ont de la misère à m'accepter, puis tout, mais je suis confiant que je vais réussir à faire l'équipe, puis tout. » Finalement, il a-tu joué pour Phoenix? Oui, il a joué des matchs avec les Coyotes. Là, mais il s'est fait échanger assez vite à Buffalo, ben ça. Il s'est fait... Attends un petit peu, Buffalo, c'est arrivé quand, donc? C'est par le balotage ou... Ah, peut-être. Ça peut être par le balotage. Mais ça, c'est dans les premières... parce que je l'ai quand même lu sur 6 semaines. Là, fait que les premiers chapitres, je m'en souviens un petit peu moins. Là. Mais il me semble, c'est soit du balotage ou un échange, en tout cas. Là, mais je vous laisse le découvrir. Et puis, c'est ça. Fait que finalement, il finit sa carrière avec un coach qu'il aurait aimé avoir à Montréal, grosso modo. Il regrette pas son expérience avec le Canadien. Il a adoré ça quand même. Mais c'est sûr que l'aspect du coach... C'était nul. C'est ça qui a tué son expérience, dans le fond. Ouais, exact. Alors, si je peux me permettre une note, peut-être, en nombre de briques, parce qu'on parle de livres, des briques. Donc, 8 briques sur 10. Oh là là! Ah ouais, non, c'était quand même un bon divertissement, un 300 quelques pages. Fait que ça se lisait quand même bien. Et puis, non, peut-être pas un achat, moi, je suis genre plus bibliothèque dans ces cas-là, mais une lecture à faire très certainement. Ça se relit-tu bien, selon toi? Je le sais pas, honnêtement. C'est une bonne question. Je sais pas si ça se relit bien.
c'est sûr que j'ai trouvé intéressant les derniers chapitres parce qu'ils étaient quand même récents. C'est vrai. On va dire quand il parle de sa run de playoff en 2010, là, c'est le plus intéressant des chapitres. Là. C'est vraiment intéressant. Il détaille assez bien l'atmosphère qu'il y avait dans le club, tout ça. Là. Mais là, y a-tu dit c'est quelle sa meilleure équipe de la Ligue nationale? Pour qui a apprécié le plus jouer? Tranche, mon Dieu. Je pense, si je peux déceler un peu, je pense qu'avec Philadelphie, c'est là qu'il a vécu. Il a plus peut-être vécu Buffalo, peut-être le hype. C'est sûr que l'ambiance à Philadelphie devait être vraiment plus hot qu'à Buffalo. Là. Mais il y avait un groupe de guys intéressants aussi à Buffalo. Il y avait Martin Biron aussi qui était là. Lui, était-tu là dans le temps d'Hachek? Martin Biron, ouais, il était... bonne question. Ah non, mais c'était avec Ryan Miller dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est Miller, puis Biron était backup. Fait que... puis même, ils se sont retrouvés à Philadelphie à un moment donné, même, avec Biron. Oui, c'est vrai. Fait que ça s'est suivi. Puis même pendant le lockout, il a toujours gardé un peu le même cercle. À un moment donné, c'est là que tu te crées des liens. Là. Quand il y a eu le lockout, ça aussi, il raconte ça, là, qu'il est allé jouer en Suisse. Oui. Avec Jean-Pierre Dumont. Puis il a fait une run aussi là-bas. Là, fait que ça aussi, il raconte ça dans le livre. Mais là, il dit-tu qu'est-ce qu'il fait présentement aussi? Là, présentement, à la fin du livre, ce qu'il dit, c'est lui, il aimerait ça continuer dans le hockey. Okay. Il aimerait ça prendre des connaissances, mais il sait pas trop dans quoi encore. Je sais qu'il fait des chroniques présentement à la radio. Okay. Je l'ai entendu aux amateurs de sport avec Mario Langlois. Donc, il va faire des chroniques, là, présentement, là, NHL, là, puis c'est un bon communicateur. Il fait de l'anglophone aussi? Je ne sais pas s'il fait de l'anglophone, mais c'est un bon communicateur, Daniel Brière, là, franchement, quand les chroniques que j'ai entendues, là, puis c'est pas pour te faire une fleur, Daniel, mais non, il est bon. C'est un bon communicateur, là, il transmet bien sa passion du hockey, puis c'est un bon analyste, là, franchement, là. On parle de Martin Biron, ça en est un bon, c'est tout. Oui, ça aussi. C'est bien recyclé. Autant, c'est le commentateur, je pense, avec les Sabres. C'est lui qui est comme le Marc Denis, pardon, des Sabres. Là. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'il peut faire une carrière dans les médias. Ça pourrait débloquer là. La grandeur est moins importante dans les médias. Hein. Comment? La grandeur est moins importante dans les médias. Il y a moyen de mettre des boîtes de pommes, parlez-en à Tom Cruise. Alors... mais c'est un bon sujet, franchement. Ouais, non, puis ça, comme je disais, dans l'antichambre, pendant que vous écoutiez pas, il y a également le livre que je vais lire prochainement de Bertrand Raymond, les Confessions avec les géants, donc 50 ans parmi les géants. Donc, il sera un répertoire un peu de tous les grands sportifs que Bertrand Raymond a côtoyés dans ces années qui était journaliste. Fait que ça semble être un bon livre, donc je pourrais vous en reparler un peu plus tard dans nos prochains podcasts. Faudrait que je me remette à lire et tout. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de lire. Habituellement, c'est le genre de livre que je vais essayer de lire. Tu sais, les biographies de sportifs, des anecdotes comme ça, c'est toujours intéressant de voir les parcours. Mais là, présentement, ça fait 3 ans, je pense que je le lis. Quoi ça? Je suis en train de lire la biographie de Michael O'Hare. Je connais pas. Ils ont fait un film sur lui, ça s'appelle Blindside, avec Sandra Bullock. C'est un joueur de ligne noire de football que il était pauvre, puis là sa mère l'a comme abandonné, puis il y a une famille de riches qui l'ont adopté, ils ont donné une maison, ils l'ont éduqué parce qu'il allait plus à l'école. Okay. Puis il a réussi à rentrer à l'école. À l'école, il a commencé à jouer au football avec son frère adoptif. Puis là, de fil en aiguille, il a monté. Puis lui, genre, il avait 13 ans, il mesurait 6 pieds 5, genre. Et Simonac, il était déjà il ramassait tout le monde. C'est un excellent film aussi, là, si vous avez la chance de le lire. Blindside, en français, c'est? On sait pas. C'est-tu Blindside aussi? L'éveil d'un champion, je pense. L'éveil d'un champion. Et récent, c'est vieux? 2010, je te dirais, genre... 2010, ça fait 8 ans presque. Ouais. Okay. Sandra Bullock avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ça. Puis Michael O'Hare a été repêché par les Ravens. Il a gagné le Super Bowl quand les Ravens ont... Ah ouais, en 2000, début 2000, dans le fond. C'est ça? Ou plus tard, en 2013, peut-être? Non, c'est ça, 2013. 2013, ok. Ouais, avec Joe Flacco et tout ça. Là. OK. Ah, puis, ouais. Je l'ai en DVD, je te le prêterai. Ah, ben, Colin. J'ai ma propre bibliothèque chez moi. Oui, on la voit pas, c'est de l'autre bord. Vous avez la vue vers la cuisine. Vous pouvez le voir, vous avez juste à écouter, je te critique ça, vous allez la voir en arrière. Oui, c'est vrai, c'est le contraire. On a comme le miroir, finalement. C'est en plein ça, c'est nos 2 studios. Studio A, Studio B. C'est malade de Radio-Canada ici.
Et puis, deuxième sujet, écoute, je peux te lancer des petites anecdotes de baseball que j'ai ramassées à gauche, à droite. Premièrement, qu'est-ce qui t'a dit? Hey, ça serait drôle d'avoir des fun facts de MLB. Un flash comme ça. Ah ouais, ok. Vraiment aucune autre raison. C'est On pas est genre en le début saison de de la baseball. Ouais, ça, c'était pas le début de la saison qui t'a fait oh l'été. Ouais, ben un petit peu des deux. Puis je suis tombé sur le premier dans le fond. C'est que je faisais des. Puis ça, je vais en reparler dans un autre podcast. Shaquem Griffin que je te parlais tout à l'heure. Oui, oui. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches à ce niveau-là. Puis je suis tombé sur une autre personne qui est née sans sa main droite. Un lanceur qui s'appelle Jim Abbott, un lanceur gaucher. Ben, j'espère. Ouais, parce qu'il n'y a pas de main droite. Ils n'ont pas mis une prothèse. Et, je sais, la prothèse part avec la balle. Ça peut faire des beaux vidéos sur YouTube, mais dans le temps qu'il jouait, c'était peut-être moins à mode. Il a joué dans les années 90. Il était... dans le fond, de la façon qu'il procédait, finalement, il gardait, bon, évidemment, la balle dans sa main gauche. Ouais. Et il y avait son gant dans la main droite. Donc, il tenait comme ça. Et lorsqu'il faisait son lancer, il avait finalement changé sa main de bord. Donc, il avait un gant gaucher dans sa main droite. Il faisait son lancer. Puis là, tout de suite, il mettait son gant dans sa main gauche pour être capable d'attraper la balle si jamais ça se dirigeait vers lui. Fait que ça faisait un lancer, puis il mettait sa mythe dans la main gauche. Ah, c'était une mythe qui aurait été, genre, je sais pas trop, attachée d'une quelconque façon qui aurait avec ça, non, vraiment, non, c'était vraiment, il faisait le switch. Et puis, aussi étonnant que cela puisse paraître, il a quand même frappé 2 coups sûrs dans sa carrière, dans les majeurs, parce qu'il a joué dans la Ligue nationale. Il a fait 24 passages au bâton, et donc 2 coups sûrs. C'est quand même honorable. Il a fait également... Je me demande vraiment comment que... Faudrait trouver des vidéos de ça. Au bâton? Ouais. Au bâton, j'en ai pas vu. J'ai vu lancer, là, ce que je t'ai expliqué comme processus pour la mythe. Là. Soigner, c'est vraiment d'une main, finalement. Probablement qu'il y a pas une d'autre main. chose. C'est ce que je pense aussi. Là. Et puis, il a même réussi un match sans points de coup sûr en 93. Contre les Yankees de New York, alors qu'il était pour les Indians de Cleveland. Il a quand même joué 10 ans dans les majeurs. Donc, 10 ans? Mon Dieu! C'est honorable, franchement. Puis là, aujourd'hui... J'ai comme un flash de ça. Ça te dit quelque chose, peut-être? De quelqu'un qui switch de main là, pour... Puis lui, présentement, là, ce qu'il fait, c'est des conférences, évidemment, là, sur sa carrière et puis le fait de jamais lâcher, d'être persévérant. Parlant de lanceur, si je te parle de tuer des oiseaux avec un lancer au baseball, qu'est-ce que ça te dit? Ça me fait penser à un grand lanceur droitier. T'as pas tort. Randy Johnson. En effet, avec les Diamondbacks. Il a tué un oiseau en 2001. Mais savais-tu qu'en 83, un certain Dave Winfield a tué également un oiseau avec un lancer? Ouais, ça arrive bien trop souvent. C'est bien trop fréquent dans l'histoire. Sauf que lui, dans son cas, il a été arrêté par la police. OK? La police de Toronto l'a arrêté pour cruauté envers les animaux. Pas de joke. Mais là, il a été libéré. Il a été libéré. Les charges ont été levées contre lui. Mais quand c'est arrivé dans le stade, les gens étaient vraiment furieux contre lui. Les gens étaient ultra fâchés dans ce qu'on rappelle. Comment tu pouvais qu'il s'empêche de le frapper? Là, écoute, c'est comme si c'est pas volontaire, là, mais bon, les gens ont pas fait la différence. Donc, il a tué une mouette. Et, en plus, c'est une mouette. Voyons. Il y en a 10 dans ces McDo. Et ce qui est très drôle, c'est que le gérant de Winfield, qui était pour les Yankees à cette époque-là, il dit les gens pensent que Winfield a tué l'oiseau par exprès, finalement, qu'il a fait par exprès pour tuer l'oiseau. Il aurait pas dit ça s'il avait vu les lancers qu'il a fait durant toute la saison, dans le sens qu'il était vraiment mauvais, là. À ce sens-là. Il a fait des lancers épouvantables toute la saison, mais il n'aurait pas dit ça. Il y a un bon coach. Hein? Il y a un très bon coach. Il s'appelle-tu Michel Terrien? C'est pas Michel Terrien, non. J'ai pas son nom. Billy Martin des Yankees qui a déclaré ça, qui devait être un peu à la sauce Michel Terrien, on doit se le dire. Un autre petit fait intéressant, Tim Raines, tu connais Tim Raines? Ben oui, Tim. Il est assez fameux pour les expos. Et il a eu des problèmes de drogue, lui, hein, un peu. Ouais, un peu, et lui, non seulement,
la plupart des joueurs de baseball vont chiquer du tabac. Hein. On voit ça de moins en moins, mais on voyait ça. Lui, il chiquait de la coke, ça. Lui, il sniffait de la coke pendant les games. Ben voyons. Il y avait de la coke dans ses poches, puis il sniffait pendant les games parce qu'il était addict. Pas de joke. Puis son équipe acceptait ça, puis il n'y avait pas de tout. Entre les manches, je pourrais pas te dire, mais entre les manches, il était pas rare que il s'envoyait une ligne dans le nez, puis il se craquait de même. C'est assez surprenant. Ben, surprenant, puis triste en même temps. Si t'es arbitre dans la MLB, oui. T'es un arbitre dans la MLB. Je t'ai dit que j'étais arbitre à la balle molle dans le temps. T'es arbitre à la balle molle. Donc là, tu vas peut-être pouvoir répondre à ma question. Quelle couleur étaient tes sous-vêtements quand t'arbitrais à la balle molle? C'était varié. Eh bien, tu pourrais pas arbitrer dans la MLB parce qu'il y a une règle par rapport à ça. Si t'es un arbitre dans la MLB, tu dois obligatoirement porter des sous-vêtements noirs. Et pourquoi noir? Ouais. Parce que si jamais il arrive un problème avec le pantalon descendrait, ils veulent que ça préserve une certaine discrétion. D'accord? Mais c'est pas bête. Donc, pas bête. Il faut absolument qu'en tout temps, les arbitres portent des sous-vêtements noirs. Est-ce que le jackstrap doit être noir? Là, je le sais pas, par exemple. Je sais pas aller jusque-là dans mes recherches. Mais au niveau du sous-vêtement... Où il n'y a pas de jackstrap, puis à la grâce de Dieu, genre... Eh ben, peut-être avec le plastron. Celui qui est en arrière du marbre, d'après moi, il doit avoir quelque chose. Parce qu'on s'entend-tu qu'à 100 000 à l'heure, si ça te coince une noix, d'après moi, elle explose. Ça arrive souvent, on se le dit. Et oui, dans le masque et tout ça. Là. Fait que, habituellement, ils ont un bon plastron. J'imagine qu'ils ont quelque chose qui protège cette section-là. Dans les top 10, des fois, tu vois des balles qui ricochent sur le sol, qui remontent. Là. Même pour le catcher. C'est pas facile, celle-là. Ouais. Autre fait, écoute, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que bon, les troupes ont été appelées en Europe, les Américains ont été appelés au combat dans les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de joueurs de baseball. Il y a des joueurs de baseball qui sont allés justement à la Deuxième Guerre mondiale, dont Ted Williams, qui a raté 3 saisons de baseball complètes pour aller, c'est quand même pas rien, il est allé comme pilote de chasse dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est bon, et malgré le fait qu'il a manqué 3 saisons, il a quand même frappé 521 circuits en carrière pour le 20e rang présentement de tous les temps. Donc, lui, c'est si mon pays a besoin de moi, j'y vais en courant. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a également une règle qui a été établie. Il y a eu la Ligue en jupon? Non, c'est pas ça que tu parles? Non, c'est pas par rapport à ça. Une règle de bombardement. OK? Donc, la MLB avait prévu une règle si jamais un stade était bombardé pendant une partie. Okay? Donc, comme l'important, c'est de déterminer un gagnant, la règle concernait ça. Donc, si le match se rendait plus loin que la 5e manche, celui qui avait le plus de points gagnait la partie automatiquement si jamais il y avait un bombardement. Donc, il n'y avait pas prévu que ce qui se passerait avec les gens autour, les gens qui meurent, tout ça. C'était pas important. Fallait déterminer un gagnant. Mais là, si c'était avant la 5e manche, on a commencé à gagner. Le match était repris. Ça, c'est exactement là où j'allais. Donc, si tu venais après 4 manches, bombardement, tu venais de perdre la partie. Tu la perdais pas. Il fallait que tu recommences. Faut que tu retrouves des joueurs. Et après ça, tu refais la game. C'est excellent. C'était quand même assez intéressant. Charlie Sheen, connais-tu Charlie Sheen? Ben oui. Qui a déjà été un bon acteur, qui a joué dans Major League d'ailleurs, comme lanceur. D'où le Wild Thing. Exact. Donc, lui est un grand fan de baseball. Et en 96, avec 3 de ses amis, lui a décidé d'aller au baseball, mais d'acheter toutes les bleachers à gauche. Il a acheté pour 6500$ de billets pour essayer d'attraper un coup de circuit. C'est ce qu'il a essayé de faire avec 3 de ses amis. Donc, ils se sont installés un peu éparpillés dans l'estrade, dans l'espoir d'attraper un coup de circuit. Il a-tu réussi? Et finalement, non, il n'y a pas eu de coup de circuit cette partie-là. C'est merveilleux. Donc, il a acheté 2600 tickets. Il a dépensé 6500$ pour acheter tout ça, pour pas attraper une maudite balle. C'était dans quel stade, tu sais? C'était à Anaheim, au Anaheim Stadium. Donc avec les Angels. Et puis non, il a absolument rien fait. Donc avec le même argent, il aurait pu en acheter pas mal des balles qui ont été des circuits. Mais lui, le trip, c'était d'en attraper un. Et, il aurait pu même demander à un joueur, tu peux-tu m'en claquer une, genre, je vais l'attraper? Ouais, ça aurait pu être intéressant, mais même que lui, il est encore un peu dans le baseball. Et puis il y a, ça a l'air chez lui, des cages pour se pratiquer
pour frapper. Ce serait un bon frappeur au baseball. Et même qu'en 2007... Pas juste au baseball, il paraît. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est tous ces autres problèmes maintenant qu'on connaît. Là. Mais en 2007, il a été faire une pratique au bâton. Tu regarderas ça sur YouTube. Avec les Dodgers. Et il a frappé un coup de circuit au Dodger Stadium. Pendant une pratique au bâton, quand même. Là. Mais il a réussi à sortir la balle. Donc, ouais, exact. Puis il y a quand même un bon élan. Franchement, là, pour l'avoir vu, là, c'est appréciable là, comme type d'élan. Il a pas l'air fou là, dans sa façon de frapper. Mais l'histoire dit pas s'il est allé chercher sa balle, par contre. Même s'il a payé 6500$, il est pas nécessairement allé chercher sa balle dans les estrades. Est-ce que l'histoire dit qu'il prenait une ligue de coke avant chaque... On dit que c'est là qu'il a pris le sida aussi. Là. Alors, mais c'est ça, c'est sur YouTube. Peut-être que tu pourras mettre les images pendant qu'on parle. Donc, pratique au bâton, pouf, sort ça du stade et là, c'est l'euphorie. Donc, Charlie Sheen a déjà frappé un coup de circuit au Dodger Stadium. Et ma dernière anecdote, c'est la plus dégueulasse. Donc, s'il y a des enfants qui écoutent, prenez le temps d'éteindre. Je vous donne le temps. Il y a des joueurs de baseball qui ont des drôles de rituels. Hein. Ouais, ça c'est reconnu quand même. Là. Et celui que je vais vous parler, c'est Jorge Posada, qui a joué pour les Yankees de New York. Il a pas joué pour les Expos aussi? Oh, là, c'est une bonne question. Je sais pas. Non, je me trompe avec un autre, excuse-moi. Donc, lui avait la croyance que se pisser sur les mains épaississait sa peau et qu'il pouvait avoir des meilleures performances de cette façon-là. Donc, en quoi? Parce que sa croyance était que ses mains deviendraient plus épaisses. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Ouais, mais c'est ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'une main épaisse serait plus intéressant? Je sais pas. Mais c'était ça. Donc lui, c'est ça, il a décidé c'est juste dégueulasse, là. Donc, t'as pas trop envie de serrer la main après, là, tu sais, quand t'es son coéquipier, il te passe une gomme, tu fais, non, je vais laisser faire, je vais aller m'en prendre une. Puis il me semble que j'aurais pas attrapé non plus une balle, peut-être, qui vient de lui, hein, c'est sûr que c'est plein de pistes aussi. En même temps, le catcher, il a pas le choix. C'est un lanceur, ça? Jorge Posada, c'est un lanceur? Bonne question. Je sais pas. Check donc ça, ouais. Mais ça, c'était vraiment le plus dégueulasse de tous les faits. Je vois pas, comme tu dis, je sais pas qu'est-ce que ça y donne vraiment de plus d'avoir les mains plus épaisses. Comment c'est écrit, il écrit ça Jorge Posada. Ah ben oui, j'en ai. Il s'agit d'un loading. Et même que, pas plus tard que hier ou avant-hier, Robinson Cano qui a été pris avec des masquants, là. Il était suspendu 40 games. Je sais pas si on peut avoir une suspension pour lui, pour ce genre d'attitude-là, il me semble que... Est-ce qu'il y a des oreilles décollées? On le salue. Des oreilles décollées. Ça se corrige, d'ailleurs. Là, ça. Non, c'est un catcher. Catcher! Fait que, tous les lanceurs recevaient ses balles. OK, fait que c'est là que ça vient de... Je veux pas recevoir une balle de lui, là, ouais. Non, tu veux pas avoir une balle de lui, hein? Mais là, je comprends pas plus pourquoi il voudrait avoir les mains plus épaisses. Ça l'expliquait pas dans... J'ai juste trouvé ça juste dégueulasse. Je voulais vous le partager. Il pourrait peut-être l'attraper avec la main, ça ferait moins mal. Genre. Peut-être, mais il y a quand même un gain dans l'autre main. C'était un peu à ça que ça sert. À moins qu'il faisait des tricks, je sais pas trop quoi. Quel personnage étrange. Ouais, effectivement. Des drôles de personnages au baseball. Fait que c'était ça, mes petits fun facts à gauche, à droite, récupérés comme ça. Ben, c'est intéressant. Donc, ça vous a égayé. C'est ça a peut-être donné le goût d'écouter le baseball. Peut-être. Des histoires en cours. Tu sais, regarder, voir si, mettons, entre les manches, il y a quelqu'un qui fait une ligne de coke, tu sais. Un coke, quelqu'un qui se pisse ses mains dans l'abri, on sait pas. À chaque manche. Un gars, qu'est-ce que tu fais? Je bois beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau. Faut que j'évacue. Je sais pas quoi faire avec ça. Mais franchement, fallait le faire. Ben, merci beaucoup, Vincent. C'est ça qui est ça. Puis j'ai tout plein d'autres sujets en plus si on reprend une constante. Plein de sujets. Moi, je suis très d'accord avec ça. Sur ce, on dit à la prochaine de tout le monde. Et merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur la iTunes, YouTube. Ouais. Et à la prochaine, quoi. À la prochaine.